Le cluster santé, alors il y a 6 domaines d'intervention. Alors je vais peut-être pas revenir sur ces 6 domaines précisément parce qu'on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet de la destination 2, mais grosso modo, ça suit les 6 destinations du cluster santé. On va y revenir. Vous savez sans doute que le programme de travail émane d'une planification stratégique de la Commission européenne qui s'étale sur 3 ans, de 2021 à 2024. Donc ça fixe les grandes priorités politiques de l'Union européenne, notamment transition verte et numérique. C'est les grandes orientations stratégiques pour la recherche et l'innovation. Et là, sont décrits les impacts attendus, et c'est notamment les 6 destinations du cluster santé. Le gros du sujet se trouve dans le programme de travail santé, on va y revenir, mais il y a aussi les partenariats en santé, notamment IACHI, ERA4Health qui vient de se lancer, mais je ne cite que ces deux-là, il y en a d'autres et il y en a d'autres qui se lanceront notamment à partir de 2023-2024 également, et aussi la mission cancer qui ne relève pas du programme de travail santé, c'est un programme de travail bien spécifique qui regroupe les 5 missions dont la mission cancer. Là aussi, des appels à projets. Les appels à projets 2023 sont publiés comme tous les programmes de travail des clusters thématiques, je crois, quasiment en même moment, si ce n'est à quelques jours près, mais ils sont sortis, en tout cas pour 2023, avec un objectif fort quand même, c'est le lien avec le citoyen et d'impliquer le citoyen dans notamment les projets de recherche liés au cancer. Et bien sûr les patients. Donc participer au cluster santé, mais ça je pense que vous connaissez tous, c'est essentiellement des projets collaboratifs, des consortiums avec des équipes pluridisciplinaires de recherche et de développement, avec un impact à la fois sociétal et, je le disais à l'instant, au bénéfice du citoyen, donc au bénéfice du patient, impact sociétal et économique donc sur les systèmes de santé. Le financement d'un consortium, eh bien, c'est entre 3 et 15 millions d'euros, hein, mais ça c'est une moyenne, c'est une fourchette. Des fois c'est un peu plus. Grosso modo, la durée d'un consortium européen, c'est 4 à 5 ans. 5 ans. Pardon. Le seul interlocuteur de la Commission européenne, c'est le coordinateur. Il assure le bon déroulement du projet et le fait de réaliser les livrables qui sont attendus. Et il fait l'interaction avec les partenaires. Et le reste du consortium, c'est bien sûr c'est les bénéficiaires. Alors, il peut y avoir aussi des tierces parties liées, mais grosso modo, c'est les fonctions principales. Et bien souvent, un bénéficiaire est responsable d'un work package ou d'une activité, pour la plupart. Mais après, tous les partenaires ne sont pas responsables forcément d'un work package. Mais Julien, j'ai vu qu'il y avait des personnes dans la salle d'attente. Est-ce que tu as la main dessus? Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Merci. Alors, encore une fois, un rappel, hein, je m'en excuse pour ceux qui connaissent ça par cœur, mais c'est toujours intéressant de le rappeler. Il y a différents types d'actions dans Horizon Europe. On n'a pas tout listé, on n'a pas listé les actions liées à ce qui est les procurement, les marchés publics. Mais en tout cas, je n'ai pas vu pour 2023-2024 pour le cluster santé. Donc ici, il y a 3 types d'actions. Les actions de recherche et d'innovation, les RIA.
Alors, c'est de la recherche fondamentale et appliquée, c'est du développement et l'intégration de technologies, des essais et validation de prototypes à petite échelle dans un labo ou un environnement simulé. Le taux de financement, c'est 100%. Il y a aussi les actions d'innovation. Alors, on est un peu plus proche du marché, on est sur des actions de type prototypage, des essais aussi, mais un peu plus avancées, démonstration ou pilote, validation de produits à grande échelle, des premières commercialisations. Les projets peuvent inclure des activités limitées de recherche et de développement. Là, pour les entités publiques, c'est aussi 100%, mais pour les entités privées, on est à un financement de 70%. Et pour les derniers types d'actions, pardon, c'est les actions de coordination et de support. C'est plus des études de design pour des nouvelles infrastructures. On est sur des activités complémentaires de planning stratégique. On est sur de la mise en réseau et de la coordination entre programmes dans différents pays. Et là, le taux de financement européen est à 100%. Pardon. Les règles de participation, là aussi, très certainement, vous les connaissez par cœur maintenant. Il n'y a pas de révolution par rapport à Horizon 2020, par exemple. C'est minimum 3 entités légales indépendantes et établies dans un État membre ou un État associé différent, dont au moins une entité établie dans un État membre. Conditions de participation, c'est toute entité légale de tout pays peut participer. Donc, on vous a listé les différents types. Ce n'est pas exhaustif, hein. Des organismes de recherche, des universités, des PME, des associations, des villes, des hôpitaux. Les pays éligibles au financement, donc les États membres et les États associés à Horizon Europe. Et pour certains pays tiers, les pays à revenus faibles ou intermédiaires, des pays spécifiés dans les appels, ça peut arriver. Et les États-Unis sont éligibles au cluster santé uniquement, puisqu'il y a un jeu de réciprocité avec le NIH. Alors, petit rappel aussi, la structure d'un appel à projet. Donc, ça commence par le chapeau qui est la destination, hein, le titre de la destination. C'est l'impact qui est attendu, donc un impact à long terme. Pardon. Donc, ces impacts sont en lien avec le plan stratégique que j'évoquais en introduction et les propositions de l'ensemble des topics de cette destination doivent contribuer à atteindre cet impact à long terme. Sous les impacts attendus, il y a le titre du topic, donc c'est l'appel à projet en tant que tel. Sont toujours listés les résultats attendus des projets soumis en réponse à ce topic. Donc, c'est à plus ou moins court, moyen terme. Et toujours indiquer le cadre, donc le périmètre d'action de ces propositions qui sont soumises. Et bon, là, on a relisté le titre du topic 2, mais c'est exactement la même chose. Donc, dans une destination, vous pouvez avoir plusieurs topics, évidemment. Alors, le cluster santé, on va rentrer dans le vif du sujet. Là aussi, 6 destinations. Donc, la première, rester en bonne santé dans une société qui change rapidement. La destination 2 qui nous occupe aujourd'hui, vivre et travailler dans un environnement mettant en avant la santé. La troisième destination, pardon, c'est les maladies, c'est s'attaquer aux maladies et réduire leur fardeau. La quatrième destination, pardon, c'est assurer un accès à un système de soins innovant, durable et de haute qualité. La cinquième destination, c'est déverrouiller le potentiel des nouvelles technologies, des nouveaux outils et des solutions numériques pour une société en bonne santé. Pardon. Et la sixième destination, c'est maintenir une industrie liée à la santé compétitive, innovante et durable. Mais comme vous le savez, on s'occupe cet après-midi que de la destination 2.
Alors, l'objectif de la destination 2, alors le maître mot, c'est l'environnement dans lequel nous vivons et travaillons. C'est un déterminant qui est majeur dans notre santé et bien-être. On estime que les facteurs environnementaux sont responsables de près de 20% de tous les décès en Europe. Les facteurs ayant un impact sur la santé physique et mentale et le bien-être ne sont pas tous identifiés et leurs effets ne sont pas compris et pris en compte de manière exhaustive pour soutenir une politique et une prise de décision fondée sur des preuves. C'est pourquoi la destination 2 vise à combler ces lacunes dans la compréhension des impacts sur notre société et notre bien-être, de ces facteurs de risque environnementaux, professionnels et socio-économiques les plus significatifs ou encore les impacts sociétaux les plus répandus. La destination 2 se focalise sur la pollution, les produits chimiques perturbateurs, la dégradation de l'environnement, le climat et les autres expositions auxquelles nous sommes confrontés dans nos environnements de vie et de travail. Je vous ai ensuite listé, je ne vais peut-être pas les citer tous, mais il y a un contexte politique assez fort, en tout cas pour la destination 2, des textes politiques au nombre de 8, me semble-t-il. Donc vous voyez évidemment le pacte vert pour l'Europe, la stratégie face aux produits chimiques qui est listée. Tout ça, s'ils sont indiqués, enfin je les ai mis là, mais évidemment ils sont indiqués dans les différents topics de la destination 2. C'est des choses à prendre en compte. Notamment pour démontrer aux évaluateurs que vous avez compris toute la stratégie politique de la Commission européenne sur ces aspects-là. Ça, c'est important. Et là, la suite, j'espère avoir été exhaustive. Il y en a peut-être que j'aurais oublié, mais je pense que j'ai mis absolument les principaux. Donc, c'est des choses à prendre en ligne de compte quand on répond au topic de la destination 2. Alors, les impacts attendus, donc les impacts à long terme, pardon, je ne vais peut-être pas aussi refaire toute la lecture, mais ils sont au nombre de 8 aussi, si je ne m'abuse. Mais voilà, il faut répondre à ces impacts en fonction du topic choisi. Alors là, vous avez la liste dressée pour 2023-2024. On va faire une petite entorse à la liste qui est sous vos yeux, puisque Julien va intervenir avec moi sur 3 topics. Alors j'ai interverti, je crois que on fait le 0201, 0202 et on va enchaîner avec le 0206, donc celui de 2024. Et après, je reviendrai sur le 0203, 0204, puisque il y a peut-être moins d'associations de SHS dans ces 2 derniers calls, donc ce qui permet de Julien d'intervenir tout de suite. Alors, pardon, pour ce qui est du premier topic, donc une santé planétaire, comprendre les liens entre la dégradation environnementale et les impacts sur la santé. L'objectif de ce topic, c'est fournir des preuves tangibles permettant aux décideurs politiques de prendre des mesures préventives pour protéger la santé et le bien-être humain en explorant des liens entre la santé humaine et la dégradation de l'environnement d'une manière intégrée et globale, des approches plus ciblées sur des aspects moins étudiés, tels que le lien entre le changement climatique et la santé, et entre la biodiversité et la santé sont également considérés. Les résultats attendus pour ce topic, on doit, là, la commission, en tout cas dans le topic, dans la description du topic,
il y a six résultats attendus. Il est mentionné qu'il faut répondre à majorité, most of, euh, de ces résultats attendus. Donc là, c'est toujours une question qu'on nous pose, hein. Lesquels choisir, combien? Ça, c'est vraiment laissé à l'appréciation de celui qui répond. Donc ça, on peut avoir une discussion, hein, si vous voulez vous positionner sur ces topics-là, enfin de manière globale, hein, c'est valable pour toute destination. Mais c'est toujours une des questions qu'on nous pose. Donc en fait là, il faut être en tout cas, répondre ce topic-là, c'est donner des clés, des outils pour une meilleure prise d'aide à la décision politique, si je puis dire, si je fais un résumé. Et peut-être que je te passe maintenant la parole, Julien, sur ces aspects-là, si tu veux. Comme tu veux, effectivement, moi, je peux tout de suite en parler. Merci Catherine. Alors bon, Julien Tenedos, comme le disait Catherine, je viens du cluster 2, donc qui s'occupe des sciences humaines et sociales en général. Je suis le référent pour le cluster 1 santé sur toute la participation des sciences humaines et sociales dans ces appels à projets. Un petit rappel préliminaire pour vous dire que aujourd'hui, ce que la Commission européenne appelle l'intégration des sciences humaines et sociales n'est plus n'est plus qu'une simple ligne ou qu'une simple mention dans les appels à projets, parce que on retrouve dans l'évaluation une évaluation aussi concrète de la participation des sciences humaines et sociales dans chaque appel à projet. C'était déjà le cas sous Horizon 2020, ça allait encore plus sous Horizon Europe. Et donc aujourd'hui, la Commission européenne est très sensible et très attentive à l'intégration effective des communautés en sciences humaines et sociales dans les appels à projets. Et si elle en fait mention s'il y a besoin des sciences humaines et sociales, puisque c'est écrit la plupart du temps dans le topic, et qu'il n'y a pas ou peu de sciences humaines et sociales, la Commission européenne en tient compte en pondérant sa note de manière plutôt négative. Donc il est important aujourd'hui de vraiment considérer cet aspect sciences humaines et sociales dans les appels à projets. Et on est là aussi justement pour vous le redire et puis peut-être mieux vous faire comprendre quels sont les apports des sciences humaines et sociales. On a déjà tenu avec notre collègue Sophie Decamp un webinaire sur ce que représentent les sciences humaines et sociales et la santé, donc qui pourrait être revisionnable en ligne. Et dernier point sur lequel je vais revenir avant d'arriver sur cet appel à projet, c'est de dire qu'il est important d'intégrer assez rapidement, tel qu'il a été dit déjà dans le webinaire dont je faisais mention tout à l'heure, il est important d'intégrer rapidement dans un consortium les équipes en sciences humaines et sociales pour que le sujet soit vraiment intégré, qu'il y ait vraiment une complémentarité de travail entre les différentes équipes et les différentes disciplines, et que les sciences humaines et sociales puissent aussi s'emparer de tous ces aspects socio-économiques, culturels, géographiques ou démographiques qui concernent ces grandes questions de santé sur ces appels à projets. Voilà. Alors, pour revenir sur cet appel à projet, effectivement, sur Planetary Health, l'idée, c'est donc de comprendre les liens entre la dégradation de l'environnement et puis les impacts pour la santé. Et donc, comment est-ce que ces dégradations peuvent influer sur la santé physique ou mentale des êtres humains. Et donc, il y a plusieurs dimensions sur cet appel à projet, plusieurs disciplines donc, qui pourraient être convoquées pour bien comprendre les appels à projet. Tout d'abord, évidemment, et je crois que la mention était explicite dans ces appels à projet, la psychologie, pour mieux aider en fait à comprendre les différents comportements humains et la manière dont ça peut affecter le bien-être des populations. Également l'économie, puisqu'il est aussi fait mention de l'économie et de la manière dont les humains peuvent travailler sur le monde. Je note aussi une forte participation de tout ce qui est sciences du comportement, qu'on peut appeler behaviorisme ou autre en Angleterre, et c'est surtout concernant ce point, cet outcome qui est entendu sur l'implication et l'engagement des citoyens sur cet appel à projet. Et puis, bien évidemment, la science politique pour pouvoir donner aux
aux politiciens les outils et aussi peut-être les dispositifs et les schémas pour pouvoir bien mettre en œuvre des politiques pour répondre à ces enjeux. Et je vois toujours aussi d'une manière assez forte l'implication de la sociologie pour bien comprendre en fait les cultures, puisque à chaque fois qu'on fait des tests, des pilotes ou des études, ça prend toujours lieu et place dans des cultures ou dans des lieux un peu particuliers et différents. Et donc, il est nécessaire à chaque fois peut-être de faire appel à ces différentes disciplines que sont la sociologie, l'anthropologie et l'ethnologie sur l'étude de ces différentes cultures et sociétés. Voilà ce que je peux en dire, Catherine, sur cet appel à projet sur la partie SHS. Très bien, merci. Et donc, en une activité qui pourrait être développée dans le cadre de ce topic-là, sont listées, et on les retrouve dans le topic, une liste. Alors ici, elle n'est pas exhaustive, et on vous demande en tout cas de mettre en application dans votre proposal plusieurs de ces activités. Alors vous en avez là quelques-unes. Fournir des preuves pour renforcer l'impact sur la santé et le bien-être des changements planétaires, une meilleure compréhension et modélisation des systèmes d'interaction humain-écologie. Donc ça reprend, ça fait un peu écho à ce que Julien disait précédemment. Ça peut être aussi développer une méthodologie pour identifier et prioriser les menaces pour la santé publique causées par la dégradation de l'environnement, ou étudier comment les agents infectieux peuvent se répandre via l'environnement. Ou encore avancer les connaissances et les actions pour réduire le fardeau des maladies non transmissibles en réduisant la pression environnementale sur les domaines tels que la nutrition, l'activité physique ou la mobilité. Et enfin, il y en a une dernière, mais bien sûr, je vous invite à regarder le texte du topic beaucoup plus complet et qui fait foi, établir les bases d'un système de surveillance intégré. Voilà, alors les partenaires, collaboration multidisciplinaire et intersectorielle, bien sûr, encouragée. Alors, il est fait mention dans le topic, si vous voulez mettre en place des études cliniques, il y a le fameux template, enfin, formulaire qui permet de décrire l'étude clinique que l'on souhaite mener. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas décompté dans le nombre de pages de la partie B, c'est en plus, mais pour ceux qui ont déjà déposé, vous le savez sans doute. Et je ne reviens pas sur les partenaires à inclure en matière de sciences humaines et sociales. Julien en a très bien parlé. Alors j'ai listé, je ne vais pas faire la lecture, quelques projets qui étaient plus ou moins dans le même domaine dans les précédents programmes. Alors pour Agen 20, j'en ai cité un, et du reste il a eu une étoile de l'Europe au début décembre, je crois, ERA. Et sur Horizon Europe, voilà un topic qui existait déjà dans le premier programme de travail où 6 projets ont été financés et je vous en ai listé 2. C'est toujours intéressant d'aller voir le résumé de ces projets. Ils sont bien sûr sur la base de données Cordis. Ça peut vous donner des indications, des orientations. C'est fait partie un peu de l'état de l'art, de choses qui ont déjà été réalisées, et éventuellement partir, enfin en tout cas pas s'en inspirer, mais voir comment ça a été mené. Si vous avez des partenaires à chercher précisément, regarder comment est constitué le consortium et éventuellement prendre contact avec certains de ces partenaires. Voilà pour ce premier topic. Le deuxième, ah oui, je ne peux pas bien voir. Le deuxième, c'est le 02, si je ne m'abuse, avec un nom très très long. Je n'arrive pas à lire mon topic, mais je pense que vous le voyez très bien à l'écran, sauf si je peux enlever la Oui, c'est bon, non, il n'y a pas de problème, on le voit bien. Je vous fais grâce de la lecture. Son objectif
Et le suivant, il est listé ici, c'est le développement d'interventions pour promouvoir la santé physique et mentale dans les environnements de travail, qui changent depuis notamment la pandémie. Et l'objet aussi, c'est de travailler sur la production de données sur l'impact des changements au travail, sur la santé et les recommandations pour des interventions efficaces. Pour ce qui est des résultats attendus, alors il y en a 8, si j'ai bien compté, et là aussi, il faut suivre la majorité. Encore une fois, choisir quels sont les plus pertinents pour votre projet de recherche en question. Je vous fais grâce de la lecture, mais si vous voulez, on y reviendra plus tard. Julien, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Cet appel, effectivement, il est fait mention aussi de l'implication des sciences humaines et sociales. Et il est vrai qu'à la première lecture, on pourrait constater, en tout cas penser, ce qui était mon cas au début, que l'appel est très ouvert aux sciences humaines et sociales. Néanmoins, dans les outcomes et puis également dans ce qui est attendu plus précisément dans le texte, on voit bien que dans le scope, en fait, la Commission européenne a bien pris en compte en fait l'impact surtout suite à la pandémie, des différentes conditions du travail, notamment à travers le travail à distance, le flex office, ou bien les différentes conditions aujourd'hui qui sont données pour travailler, l'impact que ça peut avoir sur notre santé, sur notre économie, le stress que ça peut causer, ou même les troubles musculo-squelettiques, hein, on en parle aussi directement dans le texte. Néanmoins, je trouve que les attendus concrets de cet appel sont moins ouverts de manière aussi limpide aux sciences humaines et sociales que cela. Toutefois, ce que j'entends, ce que je lis, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes qui sont d'ordre juridique peuvent se poser dans cette nouvelle manière de travailler. Donc, les sciences juridiques, le droit notamment, sont amenés à participer de manière assez importante. Les sciences du comportement également, pour voir comment est-ce que aussi ces différentes manières de travailler ont pu influer sur le comportement des salariés, sur leurs habitudes également en termes de santé. En économie aussi, même s'il ne s'agit pas vraiment de voir quelle est la pertinence économique du changement du travail, mais de voir comment est-ce que cette nouvelle économie a pu avoir un impact sur la santé. C'est là où je suis un peu moins à l'aise, si vous voulez, sur ce sujet, parce qu'on voit bien l'intérêt économique qu'il y a à étudier cet appel à projet, autant il est moins peut-être bien dit dans l'écriture de cet appel à projet que je trouve un peu complexe et un peu fouillis. Et voir en fait comment est-ce que ces différentes dimensions donc ont un impact sur la santé mentale des travailleurs, et donc évidemment en référence référence assez explicite à la psychologie. J'y verrais aussi peut-être l'intérêt de travailler avec des ergonomes ou des designers qui prennent de plus en plus en compte aujourd'hui tous les aspects sociaux et culturels des personnes qui travaillent, pour pouvoir offrir des espaces de travail en fait qui soient plus, ça a été cité d'ailleurs dans l'appel, plus inclusifs et plus adaptés en fait culturellement, parce on peut proposer parfois des solutions de travail qui ne sont pas du tout adaptées aux attentes des individus. Donc peut-être une interaction qui pourrait être forte aussi avec les ergonomes et les designers aujourd'hui. Voilà ce que j'en vois, Catherine. C'est déjà pas mal. Après, on aura sans doute une petite discussion avec les participants. Alors, pour ce qui est des possibles activités à développer dans le cadre d'une réponse à ce topic, là aussi, c'est pas du tout exhaustif. Donc, fournir des données pertinentes sur l'impact, que ce soit positif et négatif, que les changements sur les changements sur les lieux de travail. On a évoqué le télétravail, les changements d'horaire, le flex-travail, tu as le droit de travailler à la tâche, ça c'est aussi mentionné dans le topic, ont ces impacts qui ont sur la santé mentale et physique, hein, donc on parle énormément de bien-être au travail.
que ce soit sur les différentes catégories de travailleurs, hein, que ce soit qualifiés ou non qualifiés, et n'importe quel type de secteur d'activité. Autre activité potentielle à développer, générer des preuves sur l'importance de ces facteurs de risque, on l'a évoqué aussi, dans le développement de maladies chroniques ou aiguës, type stress, posture statique, d'où la référence à la mention des ergonomes à intégrer potentiellement dans la réponse à l'appel à projet. Voilà. Et enfin, fournir des recommandations pour des interventions efficaces afin de prévenir les risques du travail et soutenir la santé mentale et physique, le bien-être au travail au niveau individuel et aussi bien au niveau de l'organisation et de l'organisation politique. Voilà, pour ce qui est de ce topic. Ah oui, un aspect, les partenaires à inclure, donc je ne reviens pas sur la partie sciences humaines et sociales. Là aussi, on est complètement sur du multidisciplinaire. Là est mentionné pour ce topic précis l'importance par rapport à ces projets enfin en tout cas la commission formera un cluster avec les projets qui seront retenus. Donc il sera demandé de participer à des activités de networking. Ça a été déjà le cas, alors j'ai plus en tête précisément quel topic sur le premier programme de travail la commission avait demandé ça. Et de toute façon, de plus en plus, elle aime mettre en interaction les consortiums qui sont retenus. Donc, il faudra, si vous allez sur ce topic-là précis, prévoir dans votre budget des dépenses liées à ces activités de networking. Là aussi, s'il y a un essai clinique, enfin en tout cas une étude clinique ou une mise en place de travail sur des cohortes, l'annexe sur les études cliniques, c'est toujours bienvenu de le renseigner. Alors, petite précision que je n'ai pas dite précédent topic, premier programme de travail 2021-2022, quand il y avait une étude clinique, il était obligatoire de remplir cette annexe. De ce qu'on sait de la commission, il y a encore très peu de temps, ça date de cette semaine, les premières discussions, ce n'est plus une obligation, mais enfin, je pense que c'est quand même vivement souhaité de remplir ce formulaire pour donner, une idée un peu plus précise de ce vers quoi vous voulez tendre dans votre étude clinique. C'est toujours, à mon avis, un plus de remplir ce formulaire, mais je ferme la parenthèse. Voilà pour ce qui est de ce topic. Là, sont listés, je ne reviens pas dessus, mais c'est toujours intéressant d'aller les voir. Enfin, c'est très instructif. On parlait de design tout à l'heure, Julien. Est mentionné dans ce topic l'initiative New European Bauhaus. Donc, je vous ai remis la petite définition en français pour expliquer vraiment quelques mots, mais ça mériterait un petit peu de plus de temps pour aller faire cet aspect. Moi, je trouve ça super intéressant de mélanger les disciplines. Donc, je vous invite, vous aurez bien sûr, en plus de la possibilité de revoir le webinaire, le lien avec la présentation. Donc, vous aurez les liens pour aller directement voir en quoi consiste le New European Bauhaus. Voilà. Alors aussi quelques exemples. Alors curieusement, j'ai listé un sur H2020. Précédent programme de travail, il y avait, à mon sens, il n'y avait pas de topic qui correspondait précisément, ou en tout cas qui s'approchait de celui-ci. Mais bon, il faut peut-être aussi aller revoir certains dans les topics. Peut-être que des projets qui ont été lauréats peuvent s'en approcher. À revoir, j'essaierai de faire ce petit travail un peu plus précis. Voilà. Et alors, dernier topic avec l'intervention de Julien. Donc, c'est le rôle de la pollution environnementale dans les maladies non transmissibles. Il est question donc
liées à l'air, le bruit, la lumière et la pollution liée aux déchets dangereux. Alors là, l'objet de ce topic, c'est renforcer la base de connaissances disponible pour les décideurs politiques concernant les associations pollution-maladie et les mécanismes causaux à différents stades de la vie, prenant en compte les dernières technologies moléculaires, cellulaires et informatiques pour élucider les voies biologiques de l'exposition, donc, dont les expositions combinées, donc les expositions à la maladie. Là, sur les résultats attendus, il y en a 6. Je vous fais grâce de la lecture, mais là, il faut contribuer à l'ensemble de ces résultats attendus. Donc ça, c'est important. Si vous en laissez un de côté, c'est d'autant de points en moins pour être retenu. Je te laisse la parole, Julien. Merci Catherine. Encore un appel qui fait mention aux sciences humaines et sociales. Effectivement, pour l'appel précédent, la mention New European Baos ne m'étonne pas, mais j'ai toujours du mal à voir un petit peu entre l'écriture de l'appel et les sciences humaines et sociales quel est le lien attendu. Mais bon, j'essaie de m'en expliquer. Sur cet appel, donc, qui me semble assez faible en sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'à minima, vous pourriez intégrer des partenaires, si ce n'est sur un work package entier, en tout cas sur certaines tâches pour bien comprendre en fait le rôle de cette pollution environnementale qui prend toujours lieu. Enfin, c'est aussi un peu, ça devient un peu facile de le dire, mais toujours dans des lieux et des cultures et des contextes différents qui sont toujours sociaux, sociologiques, culturels et économiques différents. Donc évidemment, faire appel aux sociologues me semble être une bonne chose. Également à la science politique, puisqu'il s'agit après de concrètement pouvoir implémenter des politiques publiques. La sociologie sera aussi intéressante parce qu'il s'agit d'adresser également dans cet appel quelles sont les vulnérabilités de certaines des populations et de pouvoir aussi adapter le message, le discours et les solutions aux différents types d'acteurs concernés pour pouvoir leur proposer aussi des informations ou même des formations qui soient pertinentes selon différents métiers que la Commission européenne a listés dans cet appel à projet. Donc, il peut être intéressant de faire appel aux sociologues et évidemment toujours les sciences du comportement pour pouvoir bien comprendre le rôle du comportement humain dans ces pollutions et de voir comment est-ce qu'on peut l'influer à travers l'aide non seulement des politiques publiques, mais aussi des différents comportements qu'on peut valoriser. Voilà, donc assez faible en sciences humaines et sociales, mais une participation qui peut quand même être assez intéressante. Voilà. Merci, Julien. Alors, pour ce qui est des actions, des activités à mettre en place, là aussi, plusieurs actions sont listées. Là, ce n'est pas exhaustif de mémoire. Donc, un focus sur au moins 3 axes, la pollution de l'air, la pollution sonore et lumineuse, mais ça reprend exactement la définition, enfin en tout cas les termes qui sont indiqués dans le topic. Prendre en compte les dernières technologies moléculaires, cellulaires, informatiques, là c'est pareil, ça reprend la définition du topic. Et les propositions doivent s'appuyer sur des données provenant de sources telles que des bases de données liées à la pollution, les registres de maladies, donc tout à l'heure je parlais de cohortes, les études épidémiologiques, des biobanques, les données de biosurveillance environnementale et humaine et des nouvelles données générées. Donc pourrait envisager la science citoyenne, sans doute une traduction de l'anglais, et d'autres approches innovantes auxquelles vous penseriez. Donc, mais c'est un peu enfoncer des portes ouvertes que de dire que c'est encore une fois des collaborations multidisciplinaires. C'est ce qui est encouragé dans le programme Horizon Europe. Donc peut-être, afin d'être un peu plus précis, on travaillait sur la toxicologie, la science de l'exposition, la santé publique, l'épidémiologie environnementale et évidemment les sciences humaines et sociales dont Julien vient de parler. Voilà. Pour ce qui
pour ce qui a trait au contexte politique européen dans ce topic précis, donc je vous ai relisté quelques textes qui sont listés dans le topic, évidemment à regarder parce que voilà, c'est à partir de ces éléments-là que le topic a été intégré. Et c'est toujours intéressant, encore une fois, de faire ressortir que vous avez pris en compte tel texte, en tout cas orientation politique européenne, pardon, dans le cadre de votre réponse à un call. Ça montre que non seulement vous répondez à quelque chose de précis, mais qui s'intègre dans quelque chose de plus important, politiquement parlant, pour la Commission européenne et plus globalement pour les États membres. Voilà, alors des exemples. Alors, moi, je n'ai pas trouvé de topic de précédents programmes de travail qui étaient sur ces questions-là. Mais encore une fois, peut-être que je me suis trompée, mais en tout cas, ça ne m'a pas sauté aux yeux en regardant, en parcourant les titres de topics précédents programmes de travail 21-22 et puis Horizon 2020. Donc, il y a peut-être, c'est pas parce que je ne les ai pas vus que forcément il n'y en a pas, mais là aussi, s'il y a besoin de travailler avec vous sur ces aspects-là, on pourra en reparler ou convenir d'un rendez-vous plus spécifique pour parler de ces questions précises. Donc là, je ne vous aide pas trop. Voilà. Avant-dernier topic de cette destination, donc le 0203, on revient. Alors, si, je fais une petite parenthèse quand même, parce que le 0206, il est en 2 étapes de mémoire. Mais on reviendra, on refera quelque chose avec nos collègues du PCN juridique et financier plus spécifique, parce que pour les calls en 2 étapes, il va se passer 2 choses. La première, c'est que on va avoir une évaluation à l'aveugle dans le cluster santé pour tous les calls en 2 étapes. Donc, c'est les calls qui sont sur 2024. Mais la première étape, c'est le 19 septembre 2023. Et l'évaluation à l'aveugle, elle se fait sur la première étape. Donc, là, je ne sais pas si pour le cluster 2, vous êtes concerné par des blind evaluations, mais en tout cas, le cluster santé l'est. Donc, petit point de vigilance sur cette question-là. Et puis, autre élément important, et je mentionne ceci, notamment pour le montage de votre réponse à l'appel à projet, puisque ce sera on ne sera plus en actual cost, mais en lump sum, donc des coûts forfaitaires. Donc, un montage un peu différent de ce que vous pourriez avoir l'habitude jusqu'à présent, mais ça aussi, on aura sans doute l'occasion d'y revenir plus précisément. Donc, je ferme la parenthèse pour les calls en 2 étapes. En tout cas, pour la destination 2, c'est le seul qui est concerné, mais c'est important que vous l'ayez à l'esprit, notamment pour la phase montage. On a un peu de temps, mais comme c'est un petit peu une nouveauté, c'est toujours mieux de s'y prendre largement à l'avance. Alors, je reviens sur le 0203. Donc, comprendre l'impact de l'exposition aux perturbateurs endocriniens au stade critique de la vie, sur le développement de maladies plus tard dans la vie, en se concentrant sur les effets sur la santé pour lesquels il y a actuellement peu d'informations disponibles. Donc ça, c'est l'objet du topic, le 0203. Ils sont listés, comme les précédents, les résultats attendus. Il faut contribuer à l'ensemble, donc il y en a 6. On pourra revenir sur la totalité. Alors, plusieurs activités possibles dans ce topic. Donc, fournir des informations mécanistiques sur les dangers potentiels et les risques pour la santé de l'exposition je ne sais plus, via des approches moléculaires innovantes, épidémiologiques,
des modèles multifactoriels et de biologie des systèmes en exploitant l'utilisation de nouvelles approches sans animaux si pertinents, l'utilisation de biobanques existantes et de registres et ou de cohortes de patients, on y revient, ou encore la nature de relations dose-réponse devra être abordée. Parmi aussi les activités possibles, identifier des biomarqueurs biologiques et d'imagerie pour prédire les effets sur la santé des... je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais je pense que c'est les citoyens ou les patients. Là, c'est une erreur de ma part. Voilà. Sur les partenaires à inclure, ben, je me répète, on est aussi sur du multidisciplinaire, donc des épidémiologistes moléculaires, des spécialistes de l'exposition, des toxicologues, des endocrinologues, des praticiens de santé, un peu de SHS. Mais ça, c'est parce que, encore une fois... La proposition s'y prête, dit la Commission européenne, et je le vois, tout prend toujours lieu dans un contexte culturel spécifique, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est quand même c'est plus éloigné. Donc, si la proposition s'y prête, n'hésitez pas à inclure des partenaires en sciences humaines et sociales, bien sûr. Après, la Commission européenne, quand elle rédige ces topics, on voit si c'est absolument indispensable. Elle l'écrit. Donc, il faut bien regarder les temps indiqués, hein, should, enfin voilà, il faut vraiment regarder, c'est assez précis. Et quand elle ne veut pas un certain nombre de choses, elle l'exclut, hein, et c'est précisément indiqué dans la rédaction du topic. Sur les autres aspects à prendre en compte pour ce topic précis, le 0206, non pas 0206, 0203, pardon, il y a les aspects tels que le genre, les variations régionales, les sciences économiques et sociales, ainsi que la culture devront être abordées si la proposition s'y prête, encore une fois. Des propositions devront s'assurer que les données monitorées concernant les produits chimiques, enfin les substances chimiques, le sont via le portail IPCHEM, qui est piloté de mémoire par le Centre de recherche conjoint de la Commission européenne. Donc, il y a une implication du Centre de recherche conjoint de la Commission. Là aussi, vous avez des références, mais elles sont également indiquées dans la rédaction du topic, la description. Les propositions devront démontrer qu'elles connaissent les actions développées dans le cadre du partenariat PARC, il est précisément listé. Alors, vous savez que c'est un partenariat qui a vu le jour dernier programme de travail Horizon Europe. Il est coordonné par l'ANSES, hein, donc c'est le partenariat européen pour l'évaluation des risques liés aux substances chimiques. Je vous ai remis des éléments de contexte que vous pourrez aller voir, mais peut-être que vous connaissez déjà ça par cœur. Toujours sur le 0203, bon, on l'a indiqué, enfin, à voir plus précisément si l'implication des experts en sciences humaines et sociales s'y prête. J'avoue que à chaque fois dans les topics là, on retrouve exactement le même paragraphe concernant les SHS. Alors des fois c'est plus ou moins évident, et Julien l'a très bien dit, de voir tout de suite quel type de sciences humaines et sociales peuvent être associées. Des fois c'est moins évident, mais en tout cas, bon, c'est indiqué. Donc à voir en fonction. Moi, tu vois, je reprends là en lisant pour augmenter l'impact sociétal dans de telles activités de recherche. Effectivement, à chaque fois, on s'inscrit toujours dans des conditions, dans un contexte socio-économique et culturel particulier, et donc il est toujours nécessaire de pouvoir bien l'appréhender, parce que ça peut aussi constituer des biais dans l'identification de corps de patients ou de la manière dont on met en œuvre des recherches. Donc, il est évident que l'implication des sciences humaines et sociales peut être vue partout, mais il faut pouvoir bien intégrer et bien l'articuler à son projet de recherche. Oui, tout à fait. Là également... Je vais devoir vous quitter, Catherine, Pardon. comme je t'en prie. Donc voilà, j'ai essayé de donner quelques éléments, mais si jamais, n'hésitez pas à me recontacter. Catherine a mes coordonnées, il n'y a aucun problème pour qu'on en rediscute. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage Je t'en sur les prie. sciences sociales, c'est important pour nous.
T'en prie, à ta disposition, Catherine. Bonne journée, à bientôt. Et donc, pour ce qui est de ces projets qui seront retenus sur ce topic-là, là aussi, si j'ai bien correctement regardé ce topic, il y aura aussi une association entre les consortiums qui seront retenus pour faire du networking. Donc là également, prévoir un budget lié à ces dépenses de networking. Et là, pareil, je vous ai remis la précision, c'est-à-dire que si un essai clinique, une étude clinique, voilà, qui rentre dans ce domaine précis, il est toujours intéressant de remplir le formulaire dédié qui permet une meilleure description de ce vers quoi vous voulez aller. Bon, toujours pareil, le contexte politique, je l'ai réindiqué ici. Et je ne reviens pas sur mon propos, c'est toujours le même, toujours intéressant de bien avoir cerné le contexte politique, montrer que vous avez compris ce contexte politique dans la réponse à ce topic. Alors, j'ai identifié quelques projets, en tout cas le topic, et là ça se situait dans H2020, topic sur nouveaux tests et de screening, enfin de méthodes de screening pour identifier voilà, les produits chimiques qui viennent perturber. 8 projets avaient été financés dans le cadre de ce topic. Je vous en ai listé 2. Voilà, ça peut toujours être intéressant d'aller voir. Et par rapport à Horizon Europe, de regarder les actions qui vont être menées dans le cadre du partenariat PARC. Et enfin, je crois que c'est le dernier topic pour la destination 2. Il me semble que nous sommes sur une CSA, si je ne m'abuse, oui c'est ça. Une CSA, donc le budget total 3 millions, budget par projet 3 millions. Donc vous avez sans doute parfaitement compris que ça financera un projet de coordination et d'action de coordination et de support. Donc ça concerne la coordination globale de la recherche sur l'exposome. Alors, l'objectif sur ce topic-là, alors c'est sur la base du réseau de l'exposome humain européen. Il y avait 9 projets qui avaient été financés en 2020. Cette CSA a pour objectif de préparer une large initiative comparable donc au projet de génome humain, l'identification des besoins de recherche et la collaboration internationale. Vous sont listés ici, notamment avec les États-Unis et le Japon. Sur les aspects, enfin sur les résultats attendus, pardon, il y en a 6. Il faut répondre aux 6. Là aussi, je ne refais pas la lecture pour des questions de vous faciliter pardon. Et on pourra y revenir. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, le concept d'exposome, peut-être que j'ai certains spécialistes parmi nous ce soir, donc fait référence à la totalité des expositions environnementales depuis la conception, y compris ses composantes externes, comme par exemple l'alimentation, le mode de vie, les facteurs professionnels et environnementaux, et internes, par exemple l'épigénomique et la métabolomique. Dans les propositions, alors peuvent être traitées un certain nombre d'activités, d'actions. Je les ai laissées en anglais, mais j'aurais pu les mettre en français. Donc, proposer un cadre commun sur l'exposome, des propositions pour des options pour une gouvernance globale, enfin une structure de gouvernance globale sur ce sujet, des technologies interne et externe sur l'exposome. Enfin, je vais pas faire toute la lecture, mais voilà, il y a un certain nombre
c'est un sujet assez vaste et complexe, mais fort intéressant. Et donc, sur les partenaires à inclure, alors, il est mentionné dans le descriptif du topic que les propositions doivent interagir à des infrastructures et des réseaux existants, notamment donc, le EHEN, que j'ai mentionné en démarrage sur ce topic précis. Donc, je vous invite à aller voir. Le consortium doit assurer une représentation géographique large et équilibrée des États membres et des États associés, plus intégrer les États dits widening. Donc, c'est des États qui sont avec comment dire, des PIB moins forts les États membres. Enfin, en tout cas, c'est des États membres, mais pas forcément. C'est ce qu'on appelle aussi, vous avez sans doute entendu parler des U13, c'est des pays membres qui ont intégré plus tardivement l'Union européenne, mais pas que. Il y a certains DOM-TOM qui sont considérés comme widening. Mais là, il y a des questions plus spécifiques. Donc, si vous avez des questions liées à widening, on a une collègue qui s'occupe plus précisément de cette question-là. Et le consortium doit comprendre au moins une entité juridique établie dans un autre pays qu'un État membre ou un pays associé. Voilà. Un certain nombre de textes, il y en a pas mal même, de textes plus liés au contexte politique qui rentrent en ligne de compte. Donc, j'ai essayé de vous les relister en n'en oubliant pas. Voilà. Et sur des projets qui auraient été déjà financés, bon, on l'a déjà dit, il y en a 9. Donc, je vous ai remis le lien pour aller revoir ces projets. Ils sont tout à fait listés et accessibles. En tout cas, vous pouvez avoir accès au résumé d'Encordis notamment. Et sur Horizon Europe, rien a priori sur le premier programme de travail 2021-2022. Avant de terminer et peut-être passer à quelques questions, juste un rappel concernant l'aide au montage. Vous avez 2 types d'aides qui sont proposées. Je pense que certains d'entre vous connaissent très bien le MRSEI, qui s'adresse à des académiques, donc c'est le montage de réseaux scientifiques européens et internationaux. C'est une aide de 30 000 € pour une durée maximum de 24 mois. Les coûts éligibles, c'est des coûts de communication, d'organisation, d'animation de rencontres, donc de déplacement des réunions du consortium en amont. Et parmi ces 30 000, 10 000 € peuvent être alloués pour le recrutement d'un cabinet qui vous aide au montage de votre projet. Alors, les prochaines dates de soumission, elles ne sont pas encore tout à fait connues, me semble-t-il. Et ça, je vous invite à regarder régulièrement sur le site de l'ANR les différentes, ce qu'on appelle les différents cut-off pour candidater. Alors, c'est vrai que pour les calls de 2023, la dernière session de 2022 pouvait correspondre. Il me semble qu'il fallait se présenter au 18 octobre, enfin en tout cas soumettre au 18 octobre de mémoire. Mais j'ai pas en tête, enfin je ne crois pas avoir les dates encore sur 2023. Donc voilà, c'est un peu sur 2023, c'est déjà le coup est parti, si je puis dire. Donc il faudra regarder pour les calls 2024. Et puis, il y a un autre dispositif. Donc ça, c'est essentiellement pour les académiques. Voilà, le diagnostic partenariat pour les projets collaboratifs des entreprises. Alors ça, c'est un dispositif qui est piloté par la BPI, BPI France, et il s'adresse donc aux entreprises françaises qui veulent se positionner sur ces appels à projets collaboratifs. Là aussi, c'est une aide. Je crois que c'est un dépôt au fil de l'eau.
Et vous pouvez pour en tout cas les entreprises qui se positionneraient, on peut demander soit en tant que coordinateur, mais aussi en tant que bénéficiaire, partenaire d'un consortium, alors que, petite parenthèse, pour MRSEI, il faut candidater uniquement que quand on se positionne en tant que coordinateur d'un consortium. Donc là, pour le diagnostic PTI de la BPI France, l'aide peut aller jusqu'à 20 000 € hors taxe et je crois que c'est 5 000, oui c'est ça, quand on est une entreprise qui veut rentrer dans un consortium. Donc voilà, dépôt au fil de l'eau qui s'adapte à la timeline de l'entreprise. Une demande facilitée qui est en ligne. Voilà, et vous avez une réponse rapide puisqu'elle est sous 2 semaines. Avec MRSI, c'est quand même un petit peu plus long. Voilà, et j'en ai fini. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Dites-moi.